Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Change Now, bienvenue au grand sommet des solutions pour la planète. Je m'appelle Stécie Algrin, je suis journaliste spécialisée sur les enjeux de biodiversité et je vais également animer cette session qui a un thème pour le moins méta, notre place dans l'univers. Alors en la préparant, je me suis demandé à quel moment dans sa vie est-ce qu'on se demande quelle est sa place dans l'univers, parce que c'est quand même un peu égocentrique ou alors très à nouveau philosophique. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plusieurs moments dans une vie où on se pose ce genre de questions. Il y a le moment où on est en troisième et on est face à une conseillère d'orientation qui a envie de vous envoyer dans un chemin qui est totalement délirant. Il y a le moment où, à nouveau, vous êtes en fin de lycée et là, vous vous dites « Ok, c'est le moment où je suis censée choisir ce que j'ai envie de faire de ma vie, alors que vous avez 18 ans et que la seule chose que vous voulez faire, c'est partir en vacances avec vos potes. » Et puis, il y a le moment où vous avez 28 ans et puis vous faites votre première dépression. Alors ça paraît pas très fun comme ça, c'est pour ça que j'ai mis une tenue toute rose pour apporter un peu de gaieté et de vie à cette session. Mais ça m'est arrivé il y a quelques mois et j'avoue que c'est vertigineux parce qu'on en entend parler absolument partout aujourd'hui du fameux burn-out, de la dépression, de ce mal qui touche toute une génération et de plus en plus de personnes dans la société. On est aujourd'hui beaucoup à être sous antidépresseurs, à essayer de calmer nos émotions face à un monde qui est en train de partir littéralement en vrille. Et pour autant, on est souvent renvoyé à cette chose-là qu'il faut se relever le plus vite possible. Arriver à faire face et à se comporter en adulte, face à un monde où en fait les adultes ont un peu déserté la scène. Et donc je me suis rendu compte que moi, ma place dans l'univers, elle avait été dictée par beaucoup de choses qui finalement m'avaient été imposées, par les exigences d'un monde qui voudrait qu'on soit guidé uniquement par la performance, par le succès, un nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, un nombre de chiffres et de zéros précisément sur une fiche de paie à la fin du mois, et parfois aussi le regard un peu imposant d'une famille qui veut que vous ayez une vie qui soit un peu meilleure que la leur. Et j'avais un peu coché toutes les cases, et malheureusement, je me retrouvais face au vide de la vie. À un moment, je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre ? Je ne suis pas du tout heureuse avec ce que je suis en train de faire. Les autres me disent que c'est cool, mais en même temps, si moi je ne suis pas heureuse, à quoi est-ce que ça sert ? Et c'est ce genre de questions qu'on va se poser aujourd'hui, des questions qui sont parfois un peu dérangeantes, un peu poil à gratter, parce que se dire qu'est-ce que je fais de ma vie, c'est vertigineux. Parce qu'on est lancé et que parfois continuer à avancer sans trop se poser de questions, c'est quand même plus confortable que de s'arrêter 5 secondes sur une scène face à des inconnus et de se dire peut-être que ça ne me va pas, peut-être que je peux changer, et se rappeler qu'on a un certain pouvoir aussi sur sa vie. Et c'est ce qu'on va faire donc avec nos deux premiers panélistes que vous connaissez sûrement, qui s'appelle donc Cécile Renouard. Elle est cofondatrice et présidente du Campus de la Transition, mais également Gabriel Malek, qu'on suit régulièrement sur les réseaux sociaux pour ses posts sur les questions de décroissance. Il a publié également un ouvrage qui s'appelle Les Sensei de la décroissance, et donc ils vont nous donner un peu leur vision à eux sur leur place dans l'univers et sur quels sont les questions qu'on peut se poser quand on se demande quelle est notre place dans l'univers. Je vous demande de les accueillir chaleureusement avec moi sur cette scène. Je vous remercie. Bienvenue à tous les deux. Merci beaucoup d'être avec nous ici au Grand Palais sous ces lumières qui sont assez impressionnantes. Vous êtes en effet tous les deux engagés avec des moyens différents sur le terrain, dans le territoire, avec le campus de la transition, également sur le terrain avec Alter Capitae et pourtant aussi avec une grosse présence sur les réseaux sociaux pour essayer d'aller piquer là où ça devrait faire pas trop du bien dans un premier temps, mais finalement ça nous fait du bien sur les réseaux sociaux avec LinkedIn, etc. La première question que je pourrais vous poser, c'est finalement ça signifie quoi être humain dans la transition écologique, puisqu'on a l'impression finalement qu'on est toutes et tous un peu au bord du précipice. Cécile Renouard, comment est-ce que vous avez pu vous poser ce genre de questions très méta, très philosophiques ? Bonjour à toutes et tous. Alors on m'a dit qu'il fallait que je tienne mon micro comme ça, j'espère que vous m'entendez bien. Ça va ? Oui. On dit oui, c'est super. Alors évidemment, c'est une énorme question, alors sur un thème immense. Moi, je dirais que c'est être humain, c'est d'abord et avant tout peut-être soigner la qualité des liens aux autres, des liens aux vivants, des liens à nous-mêmes, et puis à plus grand que nous. Et alors, moi, il se trouve que je suis rentrée dans une congrégation religieuse internationale il y a 35 ans, une congrégation qui intervient dans des domaines de l'éducation et du développement dans 35 pays. Et pour moi, ça résonnait beaucoup avec mes études en école de commerce. Et du coup, voilà, il y avait vraiment la conviction très forte que de
d'essayer de suivre le Christ et de vivre de l'esprit de l'Évangile, c'était aussi contribuer à essayer de voir comment nos modèles économiques et nos modes de vie étaient plus ou moins ajustés justement à cette qualité des relations qui font le cœur de ce qu'est une vie humaine digne et belle. Voilà. Alors les relations, c'est évidemment au cœur de nos vies à toutes et tous, mais c'est de plus en plus des relations qui sont dématérialisées. On voit des personnes qui nous suivent via un nombre d'abonnés, via un nombre d'interactions. Gabriel, est-ce que toi aussi, ça t'évoque ça, une crise aussi de la sensibilité, du lien, un besoin de retourner à ce genre de questionnement ? Énormément. Dans le sens où moi j'ai commencé plus en travaillant dans la RSE avec l'idée un peu qu'on pourrait changer les choses de l'intérieur. Et rapidement, je me suis un peu entre guillemets radicalisé vers la décroissance quand j'ai compris que la question écologique était avant tout une question sociale, de critique du capitalisme. Et là, quand on parle des liens sociaux, ça me fait penser à quelqu'un qui s'appelle Karl Polanyi, qui a écrit La Grande Transformation, qui est un sociologue, qui explique quelque chose de très juste. Et je pense que si on veut faire de l'écologie, il faut comprendre ça. C'est-à-dire qu'il explique qu'au départ, le capitalisme, pour pouvoir finalement faire rentrer de plus en plus de choses dans la sphère du marché, en fait, a eu besoin de briser les relations de solidarité entre les gens, les relations de charité, les relations de réciprocité, pour les remplacer par des relations marchandes. Donc ça, évidemment, ça fait du PIB, c'est top pour la croissance, mais d'un point de vue des liens humains, c'est éminemment problématique, ça détruit le lien social, et on arrive à ce que Jacques Généreux appelle la dissociété. Et donc pour moi, l'écologie, c'est avant tout cette question philosophique de refaire du lien. Et c'est pas une action technique, et un peu, si vous voulez, dans un second temps, quoi. Mais c'est avant tout cette question sociale, pour moi, l'écologie. Recréer du lien, c'est aussi un des objectifs du campus de la transition. Comment est-ce que ça se matérialise ? Comment est-ce qu'on réussit aussi à créer du collectif autour de cette mission qui, dans un monde qui va très vite, dans un monde où en effet on est beaucoup axé autour du technique, de la technique, vraiment des choses très ancrées dans les valeurs actuelles. Comment est-ce qu'on fait pour réunir autour de cette question des liens ? À moi d'abord. Oui. D'abord, je ne sais pas si tout le monde connaît. Qui connaît le campus parmi vous ? Quelques-uns, mais pas tout le monde. Alors, je vais quand même en dire un tout petit mot. Le campus est une association qui a maintenant 7 ans, qui vise à former pour transformer l'enseignement supérieur et les responsables d'aujourd'hui et de demain pour une transition écologique et solidaire. Et l'intuition qu'il y a derrière la création du campus, qui est liée aussi, c'est moi qui ai un peu l'intuition de départ, mais liée au travail auprès de multinationales dans les pays du Sud, dans le cadre d'une thèse de doctorat sur ce sujet, et puis d'enseignement notamment à l'ESSEC et à l'École des Mines de Paris, depuis 18 ans, c'était de se dire il faut se mettre soi-même dans la question avec d'autres, être dans un lieu dans lequel on puisse expérimenter une vie plus sobre, plus solidaire, conviviale. Et donc le campus est ancré dans un écolieu, éco-campus, dans le sud de la Seine-et-Marne. Nous sommes une trentaine à vivre sur place, avec des habitants plus ou moins long terme. Nous essayons donc de développer très concrètement dans nos vies quotidiennes ce que peut être une vie plus bas carbone, mais de montrer que ce n'est pas punitif, que c'est très convivial, que ça donne beaucoup de sens. Et on propose des expériences immersives pour des équipes de direction, d'universités, d'écoles, des enseignants-chercheurs, du monde de entreprises ou collectivités. À vrai dire, pour l'instant, ça marche beaucoup mieux avec le monde des collectivités territoriales que des entreprises. Mais c'est un appel à tous ceux et celles qui voudraient venir de ne pas hésiter à le faire. Et puis, on accueille aussi des étudiants d'universités, d'écoles de commerce, d'ingénieurs, Sciences Po. Et derrière tout ça, l'idée, c'est de viser 3 transformations principales qui sont à la fois des transformations, ce que je mentionnais, dans la vie quotidienne. Ça rejoint ce qu'avait fait la Convention citoyenne pour le climat, d'inviter à se dire de quoi est-ce qu'on a vraiment besoin et comment favoriser des modes de vie dans nos déplacements. Et on est dans une zone semi-rurale où est né le mouvement des Gilets jaunes. Donc ça dit quelque chose des tensions qui peuvent exister entre les objectifs sociaux et écologiques. Comment se déplacer, se nourrir, se loger, se chauffer, de façon à respecter nos besoins fondamentaux et de manière qui soit heureuse, joyeuse et plus solidaire au regard des énormes enjeux et d'équité et par rapport à ces énormes inégalités à l'échelle internationale et dans nos territoires. Donc il y a vraiment cette volonté d'agir sur la vie quotidienne. Et puis deuxième objectif, c'est du coup de travailler à la racine des problèmes, donc de proposer des formations qui aillent vraiment au cœur du dispositif et d'incohérence profonde de nos manières de concevoir la création et le partage de la valeur et des richesses. Et donc, c'est travailler sur les enjeux structurels. Et puis enfin, la 3e transformation,
qui me semble absolument décisif, c'est ce que certains appellent l'écologie intérieure ou la transition intérieure. Satish Kumar, qui est intervenu hier, a beaucoup parlé aussi de cette dimension spirituelle, de finalement ce qui nous meut de l'intérieur et qui justement évite de prendre les questions écologiques et les transformations très profondes comme quelque chose de punitif, ce qui est malheureusement souvent caricaturé chez un certain nombre d'acteurs, mais de se dire c'est au fond être au niveau de nos motivations les plus profondes et d'y trouver voilà, du sens et de la joie. Gabriel Malek, je pense que ça fait écho avec pas mal de choses que vous portez, notamment sur le besoin justement de recréer un sens du collectif, de ramener aussi une espèce d'entité un peu sacrée, parce qu'évidemment, quand on s'est détaché à un moment de la religion dans nos sociétés, c'est un peu le capitalisme et le matérialisme qui ont pris ce rôle d'entité toute puissante. Donc comment est-ce que vous questionnez ça ? Exactement, et je souscris à beaucoup de ce que vient de dire Cécile. C'est-à-dire qu'en effet, donc l'asso dans lequel je suis s'appelle Alter Capitae, et du coup on parle de décroissance prospère. Alors tout de suite, pour certains, ça peut être un oxymore, prospérité, décroissance. Et l'idée, c'est qu'on essaie de travailler cette notion de prospérité, justement, en effet, pour que l'écologie ne soit pas vue comme punitive, mais au contraire conviviale, etc. Et notre idée, finalement, c'est que souvent on associe dans la société capitalisme, croissance du PIB et prospérité. Or, c'est une prospérité qui est quand même très court-termiste, qui est une prospérité finalement d'accumulation, une prospérité très matérialiste, une prospérité en plus individualiste, avec une sorte d'idée de jouissance individuelle, avec l'idée qu'on serait plus heureux finalement en accumulant et en se séparant de plus en plus de l'environnement et des autres. Et nous, on pense au contraire qu'on peut aller vers un autre type de prospérité, qui est une prospérité en décroissance, qui serait l'idée finalement voilà, de faire décroître la production pour permettre de sauvegarder nos écosystèmes naturels. L'idée peut être voilà, d'accumuler moins de biens matériels, mais d'être plus dans le lien, et d'être finalement pas dans cette jouissance solitaire et individualiste, mais au contraire être dans l'idée voilà, qu'on a une liberté certes, mais une liberté qui est dépendante des autres et du vivant. Et donc à partir de là, l'idée de partager, l'idée de préserver l'environnement apparaît tout de suite comme une évidence. Et il faut savoir qu'au cœur de la décroissance, il y a la notion de convivialité, voilà, qui a beaucoup été développée par Ivan Illich. Et justement, c'est cette idée-là de vivre en harmonie avec les autres et la nature. Et sur la question du sacré, en effet, il n'y a pas longtemps, j'avais écrit une tribune dans La Croix là-dessus, parce que pour le coup, moi, lorsque je suis en réflexion, on va dire, mais il y a 5-6 ans, je n'étais pas du tout croyant. Et du coup, j'ai lu le Laudato Si du pape François, sans trop m'attendre à y voir des choses intéressantes pour moi. Et de fait, j'ai trouvé une pensée très puissante, qui allait beaucoup dans le sens de la décroissance, et ça m'a fait réfléchir sur cette question. Et je pense que finalement, oui, on est dans une société aujourd'hui où on a eu un moment, on a entre guillemets, comme disait Nietzsche, tué Dieu. Et finalement, en fait, je pense que, et c'est ce que Marx appelait le fétichisme de la marchandise, on a remplacé un peu ce sacré divin par, finalement, un fétichisme de la marchandise, l'idée qu'on pourrait avoir du bonheur en accumulant de plus en plus. Et quand on voit les files de personnes qui attendent la sortie du nouvel iPhone devant les Apple Store, on dirait presque des fidèles qui sont là devant Elon Musk, ces grands gourous du capitalisme qui finalement ne proposent rien à part le fait d'acheter pour qu'ils accumulent de la valeur. Et c'est là, je pense qu'en effet, la spiritualité, les religions peuvent nous apporter quelque chose pour aller vers cette décroissance-là. Voilà. Cécile, je vois que vous avez le Laudato Si juste là. Je me suis dit que j'allais lire un numéro, et comme c'est en ce moment que le pape est enterré, c'est une façon de rendre hommage à ce magnifique texte qu'est Laudato Si, qui est un texte qui est adressé à tous les hommes et femmes de bonne volonté. Et je vous propose de lire le numéro 223 de l'encyclique, dans une section qui s'intitule « Joie et paix ». Et le pape parle de sobriété. Il dit « La sobriété qui est vécue avec liberté et de manière consciente est libératrice. Ce n'est pas moins de vie, ce n'est pas une basse intensité de vie, mais tout le contraire. Car en réalité, ceux et celles qui jouissent plus et vivent mieux chaque moment sont ceux et celles qui cessent de picorer ici et là en cherchant toujours ce qu'ils n'ont pas et qui font l'expérience de ce qu'est valoriser chaque personne et chaque chose en apprenant à entrer en contact et en sachant jouir des choses les plus simples. Ils ont ainsi moins de besoins satisfaits et sont moins fatigués et moins tourmentés. On peut vivre intensément avec peu, surtout quand on est capable d'apprécier d'autres plaisirs et qu'on trouve satisfaction dans les rencontres fraternelles, dans le service, dans le déploiement de ses charismes, dans la musique et l'art, dans le contact avec la nature,
dans la prière. Le bonheur requiert de savoir limiter certains besoins qui nous abrutissent en nous rendant ainsi disponibles aux multiples possibilités qu'offre la vie. Voilà, je trouve que c'est vraiment un très beau texte. Et évidemment, le pape ne dit pas que tout ça, c'est aussi pour celles et ceux à qui il est possible de donner les moyens de tout ça. Donc ça va de pair avec l'écoute, comme il le dit dans l'encyclique, du cri de la terre et du cri des pauvres. C'est-à-dire comment est-ce qu'on donne accès à ces capacités d'action et de décision à tous et toutes, et notamment aux plus vulnérables. Et là, mais de revenir, je pense, pour chacun et chacune de nous, à fondamentalement, qu'est-ce qui est pour nous une vie de qualité ? Dans un autre numéro de l'encyclique, le pape est très critique de la conception habituelle de la RSE, en disant que ça risque d'être une affaire de marketing et d'image, en dénonçant le win-win, le gagnant-gagnant trop facile, et en invitant, il nous dit, à redéfinir le progrès. Et donc, fondamentalement, je pense que c'est cette question-là, redéfinir le progrès, la qualité de vie, c'est une manière justement de remettre nos modèles économiques, et on parlait juste avant des modèles régénératifs, solidaires, plus justes, d'aller dans ce sens-là. Et en reposant plus fondamentalement les questions de à quoi ça sert. Et qu'au fond, et même dans les entreprises, il y a des représentants de grandes entreprises ici, il y en a un certain nombre à des postes élevés qui militent pour une décroissance des volumes de production et de consommation. Et quand tu parlais tout à l'heure de cette idée d'une prospérité, comme le disait Tim Jackson déjà en 2010 ou 2011, la prospérité sans croissance, ou avec une faible croissance, c'est une invitation à se dire, évidemment, il s'agit de créer de la richesse, créer de la valeur économique et financière, mais pas n'importe comment, et en ayant vraiment en tête que tout ça est fait, en principe, pour une meilleure qualité des relations. Alors, il y a aussi cette image du donut, je pense, qui est familière pour un certain nombre, de Kate Raworth, qui est se dire comment est-ce qu'on crée, on partage cette valeur, ces richesses, en respectant un plancher social et un plafond environnemental. Enfin, il me semble qu'aujourd'hui, on a plein de manières imagées de favoriser justement cette recherche profonde de cette sobriété choisie. Ce n'est pas autre chose que de la précarité subie, mais sobriété choisie, heureuse, solidaire. Dans ce que vous mentionnez, il y a cette question de questionner aussi le champ des possibles et aussi la raison fondamentale de pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. Et je remarque que souvent, quand on parle des solutions, en tout cas aux multiples crises qu'on est en train de connaître, il y a un peu toujours de on ne peut pas faire ça, on ne peut pas mettre en place telle solution, comme si justement le champ des possibles en termes de solutions avait été, je dirais, capturé par une certaine partie de la population. C'est aussi le rôle des nouveaux imaginaires, d'aller creuser aussi dans d'autres cultures que de réouvrir à nouveau ce champ des possibles. Gabriel Malek, c'est quelque chose que vous essayez d'explorer, notamment par le biais, je dirais, de la pop culture, des mangas, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Complètement, parce qu'en fait aujourd'hui, et on en revient encore à Polanyi, au départ, on est dans un monde quand même, en fait ce qu'explique Polanyi, c'est qu'au début du capitalisme, il y a eu l'invention de ce qu'on appelle le marché avec un grand M, et c'est assez exceptionnel, c'est la première fois qu'on avait un marché qui n'était plus encastré dans la société. C'est-à-dire qu'on a un marché qui vit pour lui-même, qui est là pour accumuler de la valeur, et qui ne répond plus à des besoins sociaux fondamentaux. Et de fait, aujourd'hui on est plongé là-dedans, et les décroissants critiquent beaucoup ce qu'on appelle la colonisation des imaginaires. Donc c'est l'idée qu'avec la publicité, les films, etc., on va vous plonger dans une vision du bonheur qui sera l'accumulation, le fait de posséder, le fait de dominer, etc. Et on est vraiment là-dedans. Et on le voit quand on propose des mesures politiques. Par exemple, il y avait une mesure sur la question de l'héritage, qui était de dire, ceux qui touchent plus que 2 millions d'euros d'héritage personnel, ce qui est quand même pas mal, au-dessus de 2 millions, l'État prend tout et on redistribue. Et ça, il y avait eu des enquêtes dans l'opinion, et typiquement, cette mesure qui doit concerner quelques milliers de personnes en France était très majoritairement rejetée au sein de la population. On peut se demander pourquoi, et c'est justement à cause de cette colonisation des imaginaires. C'est-à-dire qu'en fait, des sociologues sont intéressés à ça, et ils ont vu qu'en fait, quand vous dites on va taxer les ultra-riches, beaucoup de gens qui ne seront jamais ultra-riches de leur vie, évidemment, en fait, vont être empathiques de leurs problèmes, parce qu'en fait, si vous voulez, si vous taxez ça, vous allez briser leurs rêves que leur donne le capitalisme. Peut-être qu'eux, un jour, ils seront riches, et si eux, un jour, ils seront riches, de quel droit l'État irait les taxer ? Et quand vous avez des petites phrases comme celle de notre président Macron qui dit « je veux que les gosses aspirent à être milliardaires », on est en plein là-dedans, cette prospérité complètement vaine d'accumulation. Et donc l'idée, c'est de changer ces imaginaires, et c'est très très dur de se projeter dans une société post-capitaliste, post-croissance, parce que justement, on est en plein de cette colonisation des imaginaires.
Et pour ça, du coup, on essaie avec la décroissance de porter d'autres imaginaires. Et en effet, c'est pas toujours facile de le faire avec des textes très intello, avec des textes de Marx, avec des rapports du GIEC, etc., techniques. Et l'idée, c'est qu'on essaye beaucoup chez Alterkibé de se servir de la pop culture, puisque c'est quand même des récits très puissants qui habitent beaucoup les jeunes. Et en effet, dans l'essentiel de la décroissance, c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc évidemment, j'ai parlé des films de studio Ghibli, que vous devez, j'imagine, connaître pour la plupart. Chihiro, Princesse Mononoke, Nausicaa, où là, bon, si vous voulez, c'est revendiqué par Miyazaki notamment, cette critique du capitalisme, cette critique de la modernité, ce besoin de revenir dans un peu le shintoïsme, donc un vivant qu'on respecterait. Mais ce que j'ai aussi fait, c'est que je suis allé prendre des œuvres de la pop culture qui sont peut-être moins axées, si vous voulez, complètement écolo. Typiquement One Piece, avec le personnage de Luffy, Full Metal Alchemist, Hunter x Hunter. Et en fait, souvent, dans ces mangas qui sont très, très populaires chez les jeunes, de fait, quand je t'intéresse à ce qui est raconté un peu, vous voyez que très souvent, vous avez des groupes de jeunes avec des valeurs très fortes. Dans le cas de Luffy, on va dire que c'est plutôt la liberté et l'anarchisme, et qui vont se retrouver face à un pouvoir très dur. Toujours dans le cas de One Piece, par exemple, ça va être le gouvernement mondial et la marine, qui est une armée très puissante qui veut garder le statu quo. Et finalement, ces jeunes dans ces mangas, pour porter ces valeurs très fortes, ne vont pas avoir peur de renverser l'ordre établi par un rapport de force, parfois violent, et justement pour essayer d'aller vers un autre type de société. Et j'essaie d'en tirer pas mal de messages, et notamment un truc moi, qui m'interpelle beaucoup dans la société, c'est que très souvent, les multinationales et les gouvernements néolibéraux, comme le nôtre par exemple, font appel beaucoup à ce qu'on appelle les petits gestes. Donc c'est les phrases d'Agnès Pannier-Runacher du style « attention à votre email, enfin à votre pièce jointe rigolote ». Bon ça, si vous voulez, c'est de la poudre de perlimpinpin, comme dirait Macron. C'est pas le cœur du problème. C'est pas des petits gestes individualistes qui vont faire changer quoi que ce soit, puisque vous êtes vous-même soumis à la publicité toute la journée. Ce qui moi m'intéresse plus pour faire changer les choses, ce serait un rapport de force qu'on peut mener dans l'entreprise, mais qu'on doit aussi mener depuis l'extérieur. Je pense au soulèvement de la Terre, par exemple, sur la question alimentaire. Et voilà, et donc je pense qu'il faut changer les imaginaires et se dire qu'un changement est possible, mais que ce changement demande un rapport de force. Voilà, c'est pas facile à accepter, mais c'est comme ça, et on ne changera pas en faisant une fresque du climat aux actionnaires des boîtes du CAC 40, et ils vont se dire « Ah bah en fait, si je vais partager la richesse », bon, ça me paraît être complètement faux, et donc il faut accepter ce rapport de force. Cécile, une réaction? Je serais un peu plus nuancée sur les petits gestes, parce que d'abord, il y avait l'étude de Carbone 4 il y a quelques années, je pense un certain nombre avaient lu, qui montrait quand même qu'entre 25% et 40%, selon le caractère plus ou moins héroïque et engagé des personnes à titre individuel, mais aussi de collectifs à la base, de communautés. Enfin, nous, c'est un peu ce qu'on essaye de faire au campus, de montrer qu'en mutualisant beaucoup de choses, on peut avoir une vie sobre et qui fait une différence du point de vue de l'empreinte carbone, biodiversité, de la question de l'usage de l'eau, la réduction des intrants chimiques. Et on travaille avec des agriculteurs autour du campus, qui sont dans des logiques différentes. Et puis, par rapport à ce que tu viens de dire, certes, c'est sûr qu'il y a des rapports de force, et là, qu'il ne faut pas minimiser le fait de trouver les moyens d'interpeller, et plus que ça, en fait, de faire valoir. Mais moi, j'ai en tête, et je cite souvent les travaux de Eric Olin Wright, qui est un politiste décédé il y a quelques années, qui soulignait que pour les stratégies anticapitalistes, et je trouve que ça s'applique bien encore plus largement à la question des changements profonds des modes de vie, et ce n'est pas que dans les sociétés capitalistes, en fait dans toutes nos sociétés, qu'il y a vraiment un autre imaginaire à nourrir, de dire finalement il y a des stratégies qui sont en rupture, donc qui s'appuient beaucoup sur ce rapport de force et être aiguille, plus qu'aiguillon externe, et puis des stratégies interstitielles et des stratégies réformistes. Et pour ma part, en tout cas pour le campus, nous on se dit, on a vraiment un rôle à jouer pour essayer, dans la réflexion avec des étudiants, de montrer comment ces différentes stratégies sont complémentaires. Et pour dire, là on avait un cours de l'ESSEC dont j'étais en charge cette semaine au campus. Et moi, j'avais fait venir, il y avait quelqu'un de Ernst & Young sur des stratégies de transformation. Il y avait des personnes du campus qui ont été à Sainte-Soline ou qui se mobilisent dans des mouvements très engagés externes. Et on avait 2 agriculteurs du coin, dont un passé au bio et une qui est éleveuse de poules pondeuses, et qui partageaient leurs expériences. Et on est en lien. Et je trouve et les élèves étaient ravis, parce qu'il y avait justement, ça donnait à voir la complémentarité entre des engagements, et celui qui venait du monde de grande entreprise avait vraiment une vision extrêmement exigeante de la nécessité de modifier les modèles d'affaires. Et je pense que, je connais pas mal de personnes qui sont dans les grandes entreprises, qui essayent de l'intérieur de faire bouger des choses. Et pour être dans le comité des parties prenantes d'EDF et de Michelin jusqu'à cette année, je vois bien comment il y a aussi l'invitation pour
EuroDF, je vois Karine qui est là, mais il y a aussi Valérie Masson-Delmotte ou Christophe Cassou qui sont dans le comité des parties prenantes. Et que du coup, ça permet d'avoir un dialogue exigeant en se disant mais personne non plus n'a la solution tout seul. Et c'est aussi ces coalitions avec des gens très engagés et volontaristes qui peuvent faire bouger les choses. Donc, voilà. Et c'est justement une conversation qu'on va pouvoir poursuivre avec notre deuxième panel. Je pense qu'on peut vous applaudir à nouveau une deuxième fois. Merci à tous les deux.